Mes parents ont dit le plus beau cadeau pour le mariage de ta sœur, c'est si tu disparais de notre famille. Pour toujours. Je n'ai pas supplié, j'ai fait mes valises, pris les clés, franchi la porte, la refermant comme une ponctuation finale. Le lendemain, j'ai vendu l'appartement, gelé le compte joint. Je m'appelle Julius, j'ai 32 ans, je suis ingénieur logiciel et j'ai bâti ma vie sur la logique et le code. Mais rien ne m'avait préparé au moment où mes parents ont prononcé ces mots. Le plus beau cadeau pour le mariage de votre sœur serait que vous disparaissiez à jamais de notre famille. Leur requête a brisé mon monde, mais je n'ai pas supplié. Au lieu de cela, j'ai fait mes bagages, pris mes clés et refermé leur porte comme un point final définitif. Ce qui s'est passé ensuite a remodelé toute mon existence. Avant de continuer mon histoire, faites-moi savoir d'où vous regardez dans les commentaires. Appuyez sur ce bouton j'aime et abonnez-vous si vous voulez plus d'histoires sur la façon de trouver de la force lorsque la famille vous abandonne. Ayant grandi dans la banlieue du Massachusetts, je croyais que nous étions la famille américaine parfaite. Mon père, Richard, travaillait comme avocat d'affaires, tandis que ma mère, Martha, dirigeait une entreprise immobilière prospère. De l'extérieur, nous avions tout. Une maison coloniale avec une pelouse entretenue. Des vacances familiales à Martha's Vineyard et des cartes de vœux présentant nos sourires dans des tenues coordonnées. Mais sous cet extérieur poli se cachait une réalité différente, où tous les enfants n'étaient pas valorisés de manière égale. Les différences dans la façon dont ma sœur Stéphanie et moi étions traités ont commencé petit à petit. Lorsque je rentrais à la maison avec des mentions très bien en mathématiques avancées, mes parents hochaient la tête et disaient « C'est ce que nous attendons de vous ». Mais lorsque Stéphanie réussissait l'algèbre de base avec une mention assez bien, il célébrait avec un dîner dans son restaurant préféré. « Votre sœur travaille si dur, disait-il, nous devons reconnaître ses efforts. » À 10 ans, je ne pouvais pas articuler pourquoi cela me faisait si mal. Les foires scientifiques sont devenues mon champ de bataille pour attirer l'attention. En 6e, j'ai construit un petit panneau solaire fonctionnel qui alimentait une horloge numérique. Mon père y a jeté un coup d'œil avant de partir pour le récital de danse de Stéphanie, disant « Projet intéressant, mais nous devons nous dépêcher si nous ne voulons pas manquer le solo de votre sœur. » J'ai remporté la première place, mais mon trophée est resté inaperçu sur mon bureau, tandis que les rubans de participation de Stéphanie à la danse décoraient notre salon. Julius est naturellement doué, disait ma mère à ses amis, rejetant mes réalisations comme étant sans effort plutôt que le résultat de veille jusqu'à minuit à lire des manuels avancés. Stéphanie doit travailler pour tout ce qu'elle obtient, ce qui forge le caractère. Ce discours m'a suivi tout au long du lycée. Mon succès était attribué à mes capacités naturelles. Les efforts minimes de Stéphanie étaient loués comme de la détermination. Ma passion pour l'informatique s'est épanouie tôt. À 14 ans, j'ai créé un programme rudimentaire qui a aidé mon père à organiser les dossiers de ses clients. C'est bien, dit-il, mais tu devrais te concentrer davantage sur l'équipe de débat ou le gouvernement étudiant, des choses qui te mèneront dans une Ivy League. Lorsque j'ai exprimé mon intérêt pour la programmation comme carrière, ma mère a soupiré. Les ordinateurs ne sont qu'une phase. Vous êtes destiné à quelque chose de plus prestigieux comme le droit ou la médecine. L'année de terminale a apporté la décision du collège qui allait élargir le fossé entre nous. Malgré mes scores SAT parfaits et mon statut de major de promotion, j'ai choisi le programme d'informatique de l'université d'État avec une bourse complète plutôt que de m'endetter massivement pour Cornell. Le jour où j'ai annoncé ma décision, le visage de mon père s'est affaissé. « Nous vous avons donné tous les avantages, dit-il. Et c'est ainsi que vous nous remerciez en manquant d'ambition. C'est le choix pratique, ai-je expliqué. Même éducation, pas de dette. Et leur département de programmation est en réalité mieux classé. Pratique, a répété ma mère avec déception. C'est toujours ça ton problème, Julius. Tu ne vises jamais plus haut. 2 ans plus tard, lorsque Stéphanie a choisi un collège d'arts libéraux privé au classement médiocre et à un prix élevé, mes parents étaient rayonnants de fierté. Elle suit son cœur, ont-ils dit, et elle crée des liens avec les bonnes personnes. Ils n'ont jamais mentionné les paiements de frais de scolarité qui ont mis à rude épreuve leurs finances, tandis que je travaillais à temps partiel pour couvrir mes dépenses minimales malgré ma bourse. Après l'obtention du diplôme, j'ai rejoint une start-up technologique et j'ai rapidement gravi les échelons. À 28 ans, j'avais développé un algorithme de sécurité breveté, gagné un revenu substantiel et acheté un appartement élégant dans le quartier de Back Bay à Boston. L'indépendance financière m'a donné une distance vis-à-vis des critiques de mes parents, mais je désirais toujours leur approbation d'une manière qui m'embarrassait.
Chaque promotion ou prime devenait une autre occasion de les rendre enfin fiers. Ils restaient peu impressionnés. Les ordinateurs, dirait mon père avec un geste dédaigneux. C'est vraiment ce que tu veux faire pour toujours? Ton cousin Michael vient de devenir associé dans son cabinet d'avocat. La dynamique a changé lorsque Stéphanie, après avoir enchaîné plusieurs emplois dans le marketing, a commencé à fréquenter Bradley Whitmore. Les Whitmore possédaient une chaîne d'hôtels de luxe et évoluaient dans des cercles sociaux auxquels mes parents avaient toujours aspiré. Soudain, l'ascension sociale de mes parents s'est intensifiée. La famille de Bradley connaît le gouverneur, mentionnait ma mère lors de chaque conversation. Sa sœur a été présentée dans le magazine 31h30 de Boston. Le sous-entendu était clair. Stéphanie avait enfin fait quelque chose de bien, quelque chose de plus précieux que toutes mes réalisations. Lors d'un rare dîner de famille célébrant ma promotion au poste de développeur senior, mon père a interrompu mon explication de l'expansion de notre entreprise pour demander « Avez-vous envisagé d'obtenir un titre plus impressionnant ?» Développeur ne transmet pas vraiment l'autorité. Plus tard dans la soirée, alors que Stéphanie montrait des photos de son week-end à la maison de campagne de la famille Whitmore, mes parents se penchaient en avant avec une attention captivée. « Julius, dit ma mère, sans quitter les photos des yeux, tu devrais laisser l'ami de Stéphanie, Taylor, te donner des conseils en mode. Les premières impressions comptent dans ce monde. » Cette nuit-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé une vérité douloureuse. Aucun succès ne suffirait jamais, car mes réalisations n'étaient pas dans la monnaie. Ils valorisaient le statut social, les connexions et les apparences. Pourtant, une partie obstinée de moi croyait toujours que je pourrais éventuellement gagner leur respect à mes propres conditions. Je n'avais aucune idée à quel point cet espoir serait complètement anéanti, ni quand. L'annonce des fiançailles est survenue lors d'un dîner élaboré au restaurant Milano, le genre d'endroit où les menus ne listent pas les prix et où les serveurs parlent à voix basse. Mes parents avaient été mystérieusement insistants sur ma présence, appelant 3 fois pour confirmer que je prendrais congé de mon travail. C'est une occasion familiale spéciale, a souligné ma mère. Votre présence est non négociable. Je suis arrivé et j'ai trouvé toute la famille élargie de Bradley présente. Parents, grands-parents, frères et sœurs, et même un oncle venu de Londres. Lorsque Stéphanie s'est levée en tapotant son verre en cristal et que Bradley s'est agenouillé, présentant un diamant qui capturait toute la lumière de la pièce, j'ai été sincèrement heureux pour elle, malgré notre relation compliquée. À ma sœur, ai-je dit lors du tour des toasts, levant mon verre sincèrement. Que votre nouvelle vie ensemble vous apporte toute la joie que vous méritez. J'ai pensé chaque mot. Après le dîner, Bradley s'est approché de moi au bar. Julius, dit-il, me tapant l'épaule avec une décontraction habituelle. Stéphanie me dit que vous faites quelque chose avec des ordinateurs. Je suis ingénieur logiciel spécialisé en cybersécurité, ai-je répondu. Fascinant, dit-il, visiblement désintéressé. Mon entreprise utilise un gars en Inde pour les trucs de notre site web. Ça fait économiser une fortune. Il s'est penché plus près. Entre nous, combien gagne quelqu'un dans votre position, grosso modo? Avant que je puisse répondre, il a continué. Parce que j'ai pensé à créer une fondation caritative pour les jeunes défavorisés intéressés par les métiers techniques. Ça pourrait être quelque chose à quoi vous pourriez contribuer. La condescendance était indéniable. Dans le monde de Bradley, ma carrière était un métier technique, pas une profession exigeant des diplômes avancés et des connaissances spécialisées. Je me suis excusé et j'ai trouvé ma mère en pleine conversation avec la mère de Bradley. Julius, dit-elle trop vivement. Je parlais justement à Eleanor de la rénovation de votre appartement. L'appartement est bien comme il est, ai-je corrigé. Je n'ai fait aucune rénovation. Ma mère a ri nerveusement. Toujours si modeste. Il a complètement réimaginé l'espace, engagé l'un des meilleurs designers de Boston. Cette nuit-là a marqué le début d'un nouveau schéma. Mes parents me réinventant pour correspondre aux attentes de la famille Whitmore. Au cours des semaines suivantes, les préparatifs du mariage se sont intensifiés ainsi que leurs efforts pour polir mon image. Nous vous avons programmé pour un essayage chez Milano Taylor, a annoncé mon père lors d'une visite impromptue à mon appartement. La famille de Bradley les a recommandés pour les costumes des témoins. Je ne suis pas témoin, ai-je fait remarquer. Eh bien, vous aurez besoin d'un costume approprié de toute façon, dit-il, scrutant mon salon avec une déception à peine dissimulée. Et peut-être de nouveaux meubles avant la soirée de fiançailles ici le mois prochain. La fête ici.
C'est la première fois que j'entends parler d'une réception chez moi. Votre endroit est centralement situé, a interjeté ma mère. Et nous avons pensé que ce serait bien de montrer aux Whitmore que toute notre famille a du goût. Elle a accentué le dernier mot en regardant mon canapé confortable mais ordinaire. La pression a continué de monter. Ma mère m'envoyait des SMS quotidiennement avec des suggestions. Tout, des recommandations de coupe de cheveux au coach en prise de parole pour affiner ma présentation. Mon père m'envoyait des liens vers des montres de luxe qui feraient bonne impression lors des événements de mariage. Puis est venue la parade de femmes. D'abord, ils ont invité Caroline, la cousine de Bradley, à se joindre à notre dîner de famille. Quel esprit brillant, s'est exclamée ma mère par la suite. Elle termine son doctorat en histoire de l'art à Harvard. Tu ne l'as pas trouvée fascinante? Lorsque j'ai mentionné, nous avions peu de choses en commun, ma mère a soupiré dramatiquement. Tu dois élargir tes intérêts, Julius. Personne ne veut entendre parler d'algorithmes informatiques toute la soirée. Ensuite est venue Elisa, fille du partenaire commercial de la famille Whitmore. Puis Victoria, qui a siégé dans 3 conseils d'administration prestigieux de charité. Chaque introduction s'accompagnait de la même attente transparente que je me transforme en quelqu'un digne de ses connexions. La situation a culminé lors de la soirée de fiançailles organisée dans un hôtel, et non dans mon appartement, après que j'ai refusé. Stéphanie m'a pris à part pendant l'événement. Son expression était tendue. Ne peux-tu pas faire un effort, a-t-elle sifflé. Les parents de Bradley t'ont vu regarder ton téléphone pendant le toast de son père. J'ai reçu une alerte concernant une violation de sécurité potentielle au travail, ai-je expliqué. Je m'assurais que nos systèmes n'étaient pas compromis. C'est exactement ce dont maman et papa parlent, a-t-elle dit. Tu ne comprends pas les priorités. Cette soirée est importante pour moi et tu penses au travail. Je comprends les priorités, ai-je rétorqué. J'ai priorisé d'être là malgré une urgence au travail. Mais apparemment, ce n'est pas suffisant. Son visage s'est adouci un moment. Julius, je veux que tu fasses partie de tout ça, mais tu rends les choses si difficiles quand tu refuses de faire un effort avec la famille Whitmore. Qu'est-ce qui qualifierait exactement de faire un effort, faire semblant d'être quelqu'un que je ne suis pas? Elle n'a pas répondu directement. Le plan de table du dîner de répétition est déjà si compliqué. Bradley a 4 témoins plus la famille d'outre-mer. L'implication planait entre nous. Je devenais une gêne logistique. 2 jours plus tard, j'ai reçu l'invitation de mariage adressée uniquement à Julius Montgomery, sans accompagnant. La même semaine, ma mère a mentionné négligemment que je n'avais pas été inclus dans les photos de fiançailles en raison de limitation d'espace au studio. Puis est arrivée la nouvelle que la fête de célibataire était uniquement pour le cortège et le brunch familial pour la famille immédiate et le cortège. Un par un, j'étais effacé des célébrations, présent seulement lorsqu'absolument nécessaire, et toujours avec l'instruction tacite de prendre moins de place, de parler moins souvent, et de devenir d'une manière ou d'une autre invisible tout en restant physiquement présent. Puis est venu le vendredi soir, 3 mois avant le mariage, lorsque tout s'est finalement brisé. Ce soir-là a commencé, assez innocemment, un autre dîner de famille, cette fois avec les parents de Bradley qui nous rejoignaient chez mes parents. La conversation a coulé sur des sujets sur le lieu de réception du mariage, les plans de lune de miel pour Bora Bora, et le dernier essayage de la robe de Stéphanie prévu pour la semaine suivante. J'ai contribué quand c'était approprié et me suis autrement concentré sur la dégustation du rôti de bœuf de ma mère, un rare repas fait maison dans sa campagne pour impressionner les Whitmore. Alors que le dessert était servi, le père de Bradley, Harold, s'éclaircit la gorge. Richard, Martha, Eleanor et moi voulions discuter de la réception. Mon père s'est immédiatement redressé sur sa chaise. Bien sûr, n'importe quoi. Nous avons finalisé la liste des invités de notre côté, a continué Harold. Et comme vous le savez, j'ai invité plusieurs collègues de l'industrie hôtelière, dont 2 anciens gouverneurs et un sénateur. Magnifique connexion, a approuvé ma mère avec enthousiasme. Oui. Harold a jeté un bref coup d'œil dans ma direction. Certains de ces individus sont assez traditionnels, soucieux de leur image, pourrait-on dire. La température dans la pièce semble abaisser. J'ai posé ma fourchette, soudain conscient que la conversation avait basculé vers quelque chose me concernant. Nous comprenons parfaitement, dit rapidement mon père, bien que rien d'explicite n'ait été dit. Eleanor Whitmore s'est essuyé les lèvres avec une serviette avant d'ajouter « Nous avons toujours appris à Bradley que le caractère prime sur tout, et nous ne jugeons certainement pas les gens sur leurs choix non conventionnels.
Un autre regard dans ma direction. Mais certains de nos invités pourraient ne pas être si ouverts d'esprit. De quoi parlons-nous exactement, ai-je demandé directement. Un silence inconfortable suivit jusqu'à ce que Bradley prenne la parole. Julius, ce n'est rien de personnel. C'est juste que certaines de ces personnes sont très importantes pour l'activité de ma famille, et elles ont certaines attentes quant au type d'événement que ce sera. Des attentes que je ne satisfais pas d'une manière ou d'une autre. Les yeux de Stéphanie se sont remplis de larmes. Julius, s'il te plaît, ne rends pas les choses difficiles. Tout le monde essaie juste de faire en sorte que le mariage se déroule parfaitement, en suggérant qu'est-ce que je suggère exactement, demanda Eleanor, délicatement. Peut-être pourriez-vous faire quelques ajustements pour l'occasion. Une coupe de cheveux plus traditionnelle, un smoking classique plutôt que le style moderne que vous pourriez préférer. Ma coupe de cheveux était un style professionnel standard, et je n'avais jamais mentionné de préférence pour les smokings. C'étaient simplement des substituts à leur véritable préoccupation, à savoir que je ne correspondais pas à leur image idéale. Julius, supplia Stéphanie, fais juste un effort, s'il te plaît. Pour moi, c'est le jour le plus important de ma vie. Le repas se termina par des politesses forcées, et alors que les Whitmore se préparaient à partir, mon père m'a pris à part. Attends dans mon bureau, dit-il calmement. Ta mère et moi avons besoin de te parler. 20 minutes plus tard, après avoir accompagné la famille de Bradley, mes parents entrèrent dans le bureau lambrissé où j'avais passé d'innombrables heures d'enfance à regarder mon père travailler tout en espérant des bribes de son attention. Julius, commença mon père, anormalement hésitant. Tu comprends à quel point ce mariage est important pour Stéphanie et pour toi. J'ai ajouté. Il ignora mon commentaire. Les Whitmore évoluent dans des cercles auxquels nous avons toujours aspiré. Cette connexion pourrait tout changer pour notre famille. Richard, interjeta ma mère. Soyons directs. Elle se tourna vers moi, son expression mêlant détermination et quelque chose d'autre, peut-être de la culpabilité. Julius, nous avons toujours été fiers de toi, à notre manière, mais tu dois admettre que tu as toujours été différent. Différent comment? Tu sais ce que nous voulons dire, continua-t-elle. Tu ne t'es jamais vraiment intégré avec les gens avec qui les Whitmore s'associent. Tes intérêts, tes choix de carrière, même ta façon de parler, tout cela rebute un peu leur cercle. Mon père se pencha en avant. Ce que ta mère essaie de dire, c'est que ta présence au mariage pourrait créer des tensions. Pas à cause de quelque chose qui ne va pas chez toi, ajouta-t-il rapidement, mais à cause de la façon dont les autres pourraient te percevoir. Alors, qu'est-ce que vous me demandez exactement, ai-je dit, bien que je le savais déjà. Mon père prit une profonde inspiration. Si vous voulez vraiment offrir à votre sœur un cadeau qui rendra son jour de mariage parfait, il fit une pause. Peut-être que le plus beau cadeau serait que vous ne soyez pas là. Les mots me frappèrent comme un coup physique. Si vous pouviez disparaître de notre réunion de famille, ajouta ma mère, sa voix étrangement calme. Juste pour ce jour-là, cela rendrait les choses beaucoup plus faciles pour tout le monde. Disparaître, répétai-je, le mot résonnant creux dans ma bouche. Du mariage de ma sœur. De la famille, juste pour cette occasion. Mon père clarifia, bien que sa clarification ne fît qu'aggraver les choses. Et si je refuse? Ma mère soupira. Alors tu seras responsable de tout inconfort ou embarras qui en suivra. C'est vraiment ce que tu veux pour la journée spéciale de Stéphanie? À ce moment-là, avec une clarté parfaite, j'ai compris que rien de ce que j'avais jamais fait, aucune réussite académique, aucune carrière, aucun succès ou aucun développement personnel ne me rendrait jamais vraiment acceptable pour eux. La prise de conscience fut à la fois dévastatrice et étrangement libératrice. Je vois, ai-je dit, me levant de ma chaise. Julius, appela mon père alors que je me dirigeais vers la porte. Sois raisonnable. Ce n'est pas pour toujours, juste. Juste pour toujours, ai-je terminé pour lui. C'est ce que vous demandez vraiment. Parce que si je ne suis pas le bienvenu à l'événement familial le plus important, alors je ne fais pas vraiment partie de la famille. J'ai conduit chez moi en silence. Pas de musique, pas d'appel téléphonique, juste le son des pneus sur l'asphalte et ma propre respiration. Mon appartement, habituellement un sanctuaire, semblait soudainement étranger. Un espace rempli de souvenirs de recherche d'approbation qui ne viendraient jamais. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas appelé d'amis pour me défouler. Au lieu de cela,
je me suis assis sur mon balcon jusqu'au lever du soleil, regardant les lumières de la ville et prenant la décision la plus importante de ma vie. Au matin, je savais exactement ce que je devais faire. Si disparaître était le plus beau cadeau que je pouvais offrir, alors je l'offrirais complètement, en profondeur et à mes propres conditions. Le plan s'est formé avec une clarté inattendue alors que je regardais le lever du soleil depuis mon balcon. Si ma famille voulait que je disparaisse, je les obéirais, mais pas à moitié mesure comme ils s'y attendaient. Non, ce serait une rupture complète, une séparation nette qui ne laisserait aucun doute sur qui avait fait le choix et ce que cela signifiait. Premièrement, les questions pratiques. J'ai ouvert mon ordinateur portable et me suis connecté au compte d'investissement familial que mes parents avaient établi il y a des années. Initialement destiné à nous trois, mes parents, Stéphanie et moi, il avait considérablement augmenté grâce à mes contributions, en particulier après la vente de mon brevet d'algorithme de sécurité. Bien que nous ayons tout accès, j'étais le principal gestionnaire car mon expertise financière dépassait la leur. Le solde du compte s'élevait à un peu plus de 400 000 $. J'ai transféré soigneusement mes contributions documentées, 326 000 $, plus les intérêts accumulés, sur mon compte personnel. Le solde restant, y compris tous les investissements de mes parents, je les laissais intacts. Il ne s'agissait pas de prendre ce qui n'était pas à moi. Il s'agissait de récupérer ce qui était mien. Ensuite, j'ai appelé mon agent immobilier, Maria. « Julius, quelle surprise de vous entendre un samedi matin, dit-elle joyeusement. Je vends mon appartement. Immédiatement, lui ai-je dit. J'accepterai la première offre raisonnable. Est-ce que tout va bien, demanda-t-elle, l'inquiétude évidente dans sa voix. Ça ira, ai-je répondu. Quand pouvons-nous le mettre en vente? L'appartement que mes parents avaient utilisé comme leur vitrine, y amenant des amis sans préavis, organisant de petites réunions chaque fois qu'ils visitaient Boston, appartiendrait bientôt à quelqu'un d'autre. L'espace qu'ils avaient à la fois critiqué comme un célibataire pad et dont ils se vantaient dans l'un des quartiers les plus prestigieux de Boston cesserait d'être leur accessoire social. Dès le lundi matin, l'appartement était listé. Le mercredi, j'avais 3 offres. Le vendredi, j'en ai accepté une légèrement au-dessus du prix demandé avec une clôture sous 30 jours. La rapidité de la transaction correspondait à la clarté que je ressentais quant à ma décision. Pendant ce mois, j'ai méthodiquement déconnecté chaque fil qui me liait au réseau de ma famille. Je me suis retiré en tant que bénéficiaire des polices d'assurance vie de mes parents. J'ai formellement démissionné de mon poste symbolique au conseil d'administration de la fondation caritative de mon père. J'ai transféré mes actions de vote dans la société immobilière de ma mère à elle. Chaque connexion rompue donnait l'impression d'enlever un poids que je n'avais pas réalisé porter. Chaque signature sur des documents juridiques donnait l'impression de récupérer une partie de moi-même. La tâche la plus difficile fut de trier mes possessions. L'appartement qui semblait si minimaliste a soudainement révélé ses attachements cachés, des livres que mon père m'avait donnés avec des inscriptions qui semblaient autrefois significatives, révélant maintenant leur caractère performatif. Des photos de famille où mon sourire n'atteignait jamais mes yeux. Des cadeaux de vacances qui reflétaient ce qu'ils souhaitaient que je sois plutôt que qui j'étais réellement. J'ai emballé uniquement ce qui comptait vraiment, mon équipement informatique, des vêtements que j'avais choisis pour moi plutôt que pour leur plaire, des livres qui avaient façonné ma pensée, et une petite boîte de souvenirs authentiques, le gland de ma remise de diplôme universitaire, un galet d'une randonnée solitaire dans le New Hampshire, une carte d'anniversaire de Marcus qui disait simplement « fier de te connaître ». Le reste, je l'ai donné ou vendu, me débarrassant des couches d'une vie construite autour de la recherche d'une approbation qui ne viendrait jamais. Lors de ma dernière visite de l'appartement vide, mes pas résonnaient sur les parquets. Le soleil filtrait à travers les fenêtres nues, illuminant des murs désormais dépouillés d'œuvres d'art et de souvenirs. Cet espace, qui avait été témoin de mes tentatives de construire une vie indépendante tout en restant dans l'orbite des attentes de ma famille, se tenait maintenant vide, une ardoise vierge pour l'histoire de quelqu'un d'autre. Je me suis tenu une dernière fois dans l'entrée, les clés lourdes dans ma main. Le symbolisme n'a pas échappé. Ces clés avaient représenté l'accomplissement, la stabilité et l'âge adulte. Maintenant, elles représentaient autre chose. L'incarnation physique des liens que je choisissais de rompre. Au bureau du gérant de la propriété, je les ai remises avec une étrange solennité. Alors que la porte se refermait derrière moi, cela ressembla à un point final. Le point à la fin d'un chapitre que je n'avais pas réalisé qu'il devait se terminer. Cet après-midi-là, j'ai envoyé un bref courriel formel à mes parents. Comme demandé, je n'assisterai pas au mariage de Stéphanie.
Pour assurer ma disparition complète et ne causer aucune complication supplémentaire, j'ai pris des mesures pour me retirer des engagements financiers familiaux. Mon appartement a été vendu. Veuillez adresser toute communication nécessaire à mon avocat dont les coordonnées sont jointes. Je souhaite à Stéphanie du bonheur dans son mariage. Julius. Je m'attendais à une protestation immédiate, à des appels téléphoniques furieux, ou à des demandes d'explications. Au lieu de cela, le silence s'est étiré pendant des semaines. Pas d'appel, pas de mail, pas de message texte demandant où j'étais allé ou pourquoi j'avais pris des mesures aussi dramatiques. Leur silence confirma ce que leurs mots avaient suggéré. Mon absence était bel et bien le cadeau qu'ils préféraient. Pendant ces semaines, j'ai systématiquement effacé mon empreinte numérique là où elle était liée à ma famille. J'ai supprimé les comptes de médias sociaux qu'ils suivaient. J'ai changé mon adresse email et mon numéro de téléphone, ne fournissant les nouvelles coordonnées qu'à ceux en qui j'avais vraiment confiance. J'ai mis en place un réacheminement du courrier vers une boîte postale pendant que je décidais où déménager. Marcus fut la seule personne à qui j'ai tout raconté. Lors d'un dîner chez lui, loin de tout lien familial, j'ai raconté toute l'histoire. Jésus, Julius, dit-il quand j'ai eu fini. C'est au-delà de dysfonctionnel. C'est de la violence émotionnelle. Est-ce le cas, ai-je demandé, sincèrement incertain. Des années de normalisation avaient brouillé ma compréhension des dynamiques familiales saines. Oui, dit-il fermement. Des parents normaux ne demandent pas à leur enfant de disparaître, peu importe ce qui est en jeu. Sa validation a libéré quelque chose en moi, une respiration retenue que je n'avais pas réalisé retenir. Pour la première fois depuis ce dîner, je me suis permis de pleurer, mes épaules secouées par le chagrin de perdre non seulement mes connexions familiales actuelles, mais aussi l'espoir qu'elle me verrait et m'accepterait un jour. Marcus s'est assis à côté de moi, la main sur mon épaule, ne disant rien car rien n'avait besoin d'être dit. Dans son soutien silencieux, j'ai trouvé plus de famille que je n'en avais jamais eu dans la maison où j'ai grandi. Alors que la date du mariage approchait, j'ai reçu mon premier contact du cercle familial. Pas de mes parents ou de ma sœur, mais de mon cousin Tyler. Ils disent à tout le monde que tu as eu une crise de nerfs et que tu as dû te retirer de la vie publique, m'a-t-il envoyé par message. Je pensais juste que tu devrais savoir quel récit il raconte. Je l'ai remercié pour l'information, mais je me suis senti étrangement immuable. Leur histoire révélait plus sur eux qu'elle ne le pourrait jamais sur moi. Pour la première fois, je ne me suis pas senti obligé de corriger le tir ou de défendre ma réputation dans leur cercle social. Leur opinion et l'opinion de quiconque croirait une telle histoire sans poser de questions n'avaient plus d'importance. La veille du mariage, j'ai séjourné dans une petite cabane dans les bois du Vermont, à des kilomètres de toute couverture cellulaire ou d'Internet. Le symbolisme était intentionnel. Pendant qu'ils célébraient une union construite en partie sur les apparences et l'ascension sociale, je communierais avec quelque chose de réel et d'immuable. Debout sur le porche de la cabane ce soir-là, regardant le coucher du soleil peindre les montagnes de nuances d'orange et de violet, j'ai ressenti une paix inattendue. Pas du bonheur, pas encore, mais la certitude tranquille que j'avais fait le bon choix. Quoi qu'il arrive ensuite, ce serait construit sur la vérité plutôt que sur la prétention, la réalité plutôt que sur l'apparence. J'avais disparu comme demandé. Mais dans cette disparition, je commençais à me retrouver. Le jour du mariage de Stéphanie, je me suis réveillé avant le lever du soleil dans la cabane du Vermont. Les montagnes étaient enveloppées de la brume matinale, créant un paysage d'un autre monde qui correspondait à mon étrange état émotionnel. Aujourd'hui, ma sœur allait épouser la famille à laquelle mes parents avaient toujours aspiré, et je serais ostensiblement absent, un fantôme au festin, présent uniquement dans des explications murmurées sur la raison pour laquelle le frère de la mariée n'était nulle part. J'ai passé la matinée à faire de la randonnée, poussant mon corps sur des sentiers escarpés jusqu'à ce que mes muscles brûlent et que la sueur imbibe mon t-shirt malgré l'air frais. L'effort physique empêchait mon esprit de vagabonder trop loin dans des scènes imaginaires du mariage. La marche fière de mon père dans l'allée avec Stéphanie, le sourire larmoyant de ma mère pendant les vœux, la chaise vide à la table familiale que personne ne reconnaîtra. L'après-midi, j'avais grimpé assez haut pour perdre complètement le service cellulaire. Assis sur un affleurement rocheux surplombant la vallée, j'ai ressenti un curieux sentiment de légèreté. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement détaché des attentes, des obligations et des déceptions familiales. La sensation était à la fois terrifiante et exaltante. Alors que le soleil commençait sa descente, je suis retourné à la cabane. Juste au moment où j'atteignais la clairière, j'ai vu une voiture familière garée à côté de la mienne.
Marcus avait conduit depuis Boston. Il se tenait sur le porche, un pack de 6 bières artisanales dans une main et une boîte à pizza dans l'autre. « Je pensais que tu ne devrais pas être seul aujourd'hui, dit-il simplement. Nous nous sommes assis sur le porche pendant que le crépuscule s'installait sur la forêt, buvant de la bière et mangeant de la pizza dans un silence confortable. Finalement, Marcus a parlé. « Tu veux savoir ce qui s'est passé, n'est-ce pas ?» J'ai hésité. « Je ne suis pas sûr de vouloir. »« Tu veux ?» a-t-il insisté doucement. « Pas parce que tu regrettes ta décision, mais parce que tu as besoin de clôture. » Il avait raison. Bien sûr, la question planait aux confins de ma conscience toute la journée. Marcus prit une longue gorgée de sa bière. « J'ai une cousine qui travaille à l'hôtel. Elle m'a envoyé des mises à jour par message et je n'ai pas pu m'empêcher de demander. »« Le chaos, dit-il simplement. Pas la cérémonie elle-même, qui s'est déroulée sans accroc, mais la réception a été une autre histoire. Les gens n'arrêtaient pas de demander de tes nouvelles, les amis du club de lecture de ta mère, les collègues de ton père, même la famille élargie de Bradley qui avait entendu parler du frère branché de Stéphanie. Ton absence était flagrante. Je n'avais pas envisagé cette possibilité, que les gens remarqueraient, poseraient des questions. Dans le récit de ma famille, j'avais toujours été périphérique, facilement expliqué. Mais peut-être avais-je existé plus fermement dans la compréhension des autres de notre famille que dans la mienne. Tes parents continuaient de donner des explications différentes, a continué Marcus. D'abord, c'était une urgence au travail, puis une maladie vague, puis un engagement précédemment planifié auquel tu ne pouvais pas te soustraire. Les histoires se contredisaient et les gens le remarquaient. Une petite partie blessée de moi se sentit vindiquée par cela. Leur tentative de m'effacer avait créé une absence plus visible que ma présence n'aurait pu l'être. Le vrai coup de grâce est arrivé pendant le toast de Stéphanie, a dit Marcus. Elle avait visiblement bu quelques verres de champagne et soudain, elle parlait de son grand frère qui lui avait appris à faire du vélo et combien elle souhaitait que tu puisses être là. Elle a commencé à pleurer, demandant à tes parents pourquoi tu n'étais vraiment pas là. En plein milieu de son toast, devant tout le monde. J'ai grimacé en imaginant la scène. Malgré tout, je n'avais pas voulu gâcher la journée de Stéphanie. La mère de Bradley a pris le micro et a habilement transitionné vers son propre toast, a terminé Marcus. Mais le mal était fait. Les gens murmuraient. Tes parents avaient l'air mortifiés. Je me suis assis avec cette information, surpris par mes propres sentiments conflictuels. Il y avait une certaine satisfaction sombre à savoir que leur récit soigneusement construit s'était effondré, mais aussi une culpabilité inattendue face à la nature publique du dénouement. « Comment sais-tu tout cela ?» ai-je demandé. « Je t'ai dit que ma cousine travaille. »« Non » ai-je interrompu. « Comment connais-tu les détails du toast de Stéphanie ? Ta cousine n'a pas pu l'entendre de la cuisine. » Marcus détourna brièvement le regard. « J'y étais. »« Quoi ? Comment ? » Bradley m'a invité, a-t-il admis. Nous sommes allés à la même école préparatoire. Tu te souviens ? Quand il a découvert que j'étais ton meilleur ami, il m'a appelé et m'a demandé de venir. Je pense. Je pense qu'il essayait d'avoir quelqu'un là pour toi d'une certaine manière. Cette révélation m'a stupéfié. Bradley, que j'avais rejeté comme un simple socialité obsédé par le statut, avait fait preuve de plus de considération pour mes sentiments que mes propres parents. Est-ce qu'ils t'ont vu là ? Tes parents ? Oh, oui, a gloussé Marcus. Ton père a failli s'étouffer avec son champagne. Ta mère a essayé de m'attraper pendant l'heure du cocktail pour me soutirer des informations sur où tu étais. J'ai joué l'ignorant. Nous nous sommes tus à nouveau, regardant les étoiles apparaître une par une dans le ciel qui s'assombrissait. Le mariage serait terminé maintenant. Stéphanie et Bradley danseraient, couvriraient le gâteau, se prépareraient à partir pour leur lune de miel. Mes parents seraient en train de réseauter avec les connexions de la famille de Bradley, transformant peut-être déjà le moment de ma sœur en leur propre opportunité d'ascension sociale. Et j'étais là, sous le vaste ciel du Vermont, ressentant les premières fragiles vrilles de liberté prendre racine. Et maintenant, demanda Marcus éventuellement. Maintenant, ai-je dit, je construis quelque chose de nouveau. Les semaines qui suivirent le mariage se déroulèrent dans un étrange calme suspendu. Je suis resté dans le Vermont, prolongeant ma location de cabane de mois en mois pendant que je réfléchissais aux prochaines étapes. Le produit de la vente de mon appartement m'a donné une marge de manœuvre financière et mon entreprise a accepté de me laisser travailler à distance temporairement. Puis,
17 jours après le mariage, le silence a été rompu, mon téléphone, dont le nouveau numéro n'était connu que d'une poignée de personnes, s'est allumé avec un message de Tyler. Préviens-nous, le barrage a cédé. Attends-toi à des contacts. En quelques heures, ma boîte de réception de mai a été inondée. D'abord, la tante Patricia, Julius. Quel que soit le désaccord que vous ayez avec vos parents, manquer le mariage de votre seule sœur est impardonnable. Puis l'oncle Henri, votre comportement a jeté la honte sur toute la famille. Vos parents méritent mieux. Cousins, famille, amis, même la colocataire de ma mère à l'université, tous exprimant leur choc et leur déception face à ma décision égoïste et immature. Aucun d'eux ne savait ce qui s'était réellement passé. Aucun d'eux n'avait pris la peine de demander. Le lendemain, le premier contact direct est arrivé, un email de mon père. Julius, votre acte de disparition théâtrale a eu l'effet désiré, embarras maximal pour votre mère et moi. Si votre intention était de nous punir d'avoir suggéré un petit accommodement pour le jour spécial de votre sœur, vous avez réussi au-delà de toute mesure. Les Whitmore ont été compréhensifs, mais nous pourrions ne jamais nous remettre des dommages causés à d'autres relations importantes. Vous êtes allés beaucoup trop loin. Vendre votre appartement, retirer votre argent des comptes familiaux. Ce sont les actions de quelqu'un qui fait une dépression nerveuse, pas d'un adulte rationnel. Nous attendons de vous que vous répondiez immédiatement à cet email avec votre adresse et votre numéro de téléphone actuel. Cette crise de colère enfantine a assez duré. Papa, ces mots révélaient tout. Aucune reconnaissance qu'il m'avait dit de disparaître pour toujours. Aucune reconnaissance qu'il m'avait rejeté, pas l'inverse. Pas d'excuses, juste de la colère que j'ai pris leurs mots au sérieux et que j'ai agi en conséquence. Je n'ai pas répondu. 3 jours plus tard, ma mère a essayé. Destio, nous sommes préoccupés par votre bien-être. Cette réaction extrême suggère que vous pourriez éprouver des problèmes de santé mentale. Nous voulons seulement ce qui est le mieux pour vous et pouvons vous recommander plusieurs excellents thérapeutes à Boston. Stéphanie est dévastée par votre absence. Elle est rentrée plus tôt de sa lune de miel car elle était trop contrariée pour en profiter à Bora Bora. Est-ce ce que vous vouliez? S'il vous plaît, rentrez à la maison pour que nous puissions en discuter en famille. Quel que soit le malentendu qui s'est produit, je suis sûr que nous pourrons le résoudre ensemble. Amour, maman. Le gaslighting était si transparent qu'il aurait pu être risible s'il n'avait pas été si douloureux. La suggestion que j'avais mal interprété leur demande explicite de disparaître. L'implication que ma réaction indiquait une instabilité mentale plutôt qu'un respect de soi. La manipulation émotionnelle concernant Stéphanie. C'était tout si familier. Je n'ai pas non plus répondu à cet email. Finalement, Stéphanie elle-même a pris contact. Julius, je ne comprends pas ce qui se passe. Maman et papa ne me donnent pas de réponse claire sur la raison pour laquelle tu as manqué mon mariage. Ils continuent de dire que tu traverses quelque chose, mais ils n'en disent pas plus. Quoi qu'ils aient fait ou dit, je suis désolé. Je sais comment ils sont. Mais mon frère me manque. S'il te plaît, parle-moi, Steph. Son message m'a fait hésiter. Il y avait une véritable confusion là, suggérant que nos parents ne lui avaient pas parlé de notre conversation ce soir-là. Peut-être ne savait-elle vraiment pas ce qui s'était passé. Après mûre réflexion, j'ai envoyé une brève réponse. Stéphania, demande-leur ce qu'ils m'ont dit être le plus beau cadeau que je pouvais te faire pour ton mariage. Demande-leur directement et insiste pour avoir une réponse honnête. Je suis content que tu aies trouvé le bonheur avec Bradley. Julius. Je n'ai plus eu de ces nouvelles pendant 2 mois. Pendant ce temps, par l'intermédiaire de Tyler, j'ai appris le drame familial en cours. Les Whitmore, loin d'être compréhensifs quant à mon absence, avaient été profondément mal à l'aise face aux explications contradictoires. Le père de Bradley avait directement demandé au mien s'il y avait des problèmes de santé mentale dans la famille dont il devrait être informé. Les tentatives de mes parents de s'intégrer dans le cercle social des Whitmore étaient au point mort, plusieurs invitations ne se matérialisant mystérieusement pas. Plus surprenant encore, Stéphanie avait apparemment commencé à contester nos parents d'une manière qu'elle n'avait jamais faite auparavant. Selon Tyler, elle les avait confrontés lors d'un dîner de famille, exigeant de savoir exactement ce qu'ils m'avaient dit. Quand ils ont minimisé leurs mots, elle est sortie, la première fois qu'elle les avait ouvertement défiés. Alors que l'été se transformait en automne, j'ai pris ma décision. J'ai accepté une offre d'emploi d'une entreprise technologique à Seattle, aussi loin de Boston que raisonnablement possible.
Tout en restant aux États-Unis contigus, j'ai trouvé un appartement dans un gratte-ciel du centre-ville avec des fenêtres du sol au plafond et des vues sur le Puget Sound. J'ai commencé à construire une vie complètement détachée des attentes et des limitations de ma famille. Et pourtant, l'ombre persistait. Dans les moments de calme, la douleur ressurgissait de manière inattendue, en déballant un livre que mon père m'avait donné qui avait accidentellement atterri dans mes cartons, ou en entendant une chanson qui me rappelait les voyages en voiture d'enfance, ou en voyant une femme ressemblant à Stéphanie dans un café. Ces moments devenaient moins fréquents au fil des mois, mais ils ne disparaissaient jamais complètement. 6 mois après le mariage, alors que je m'installais dans ma nouvelle vie à 3000 miles de là, j'ai reçu un autre email de mon père. Le premier contact après des mois de silence. Julius, ta mère et moi avons réfléchi aux récents événements. Nous avons peut-être parlé à la hâte concernant ta présence au mariage de Stéphanie. Si nos paroles t'ont causé de la douleur, ce n'était pas notre intention. Nous aimerions ouvrir un dialogue pour rétablir le contact. Thanksgiving approche et ton absence serait remarquée. Cordialement, papa. Aucune reconnaissance de ce qu'ils avaient réellement dit. Aucune excuse sincère et toujours l'inquiétude pour les apparences, mon absence étant remarquée plutôt que ressentie ou regrettée. J'ai fermé l'email sans répondre et j'ai regardé la ligne d'horizon de Seattle scintiller dans la lumière du soir. Leurs mots n'avaient plus le pouvoir de me blesser comme autrefois. J'avais disparu comme demandé. Mais dans cette disparition, j'avais trouvé quelque chose d'inattendu. Le début de la guérison. Seattle m'a accueilli avec sa pluie fraîche et son ciel gris. Une ville où la réinvention semblait inscrite dans l'ADN culturel. Ma nouvelle position de responsable de l'architecture de sécurité chez Horizon Tech offrait des défis qui maintenaient mon esprit engagé et des collègues qui valorisaient mon expertise sans condition. Pour la première fois de ma vie professionnelle, je ne travaillais pas pour prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, mais à moi-même. Mon appartement au 23e étage est devenu une toile pour créer un espace qui reflétait qui j'étais vraiment plutôt que qui je pensais que les autres voulaient que je sois. Fini les meubles élégants et impersonnels qui avaient rempli mon appartement de Boston, choisis plus pour leur capacité à impressionner les visiteurs que pour leur confort. Au lieu de cela, j'ai sélectionné des pièces qui me procuraient un plaisir sincère, un fauteuil en cuir usé parfait pour la lecture, des étagères industrielles qui exposaient ma collection éclectique de manuels techniques et de romans de science-fiction, et de l'art abstrait aux couleurs qui énergisaient plutôt que calmaient. Marcus a rendu visite 3 mois après mon déménagement, sifflant avec appréciation en admirant la vue sur le Puget Sound depuis mon salon. Cet endroit est vraiment toi, a-t-il observé, passant sa main sur la table à manger en bois de récupération que j'avais commandé à un artisan local. Qu'est-ce que cela signifie, ai-je demandé. Ton endroit à Boston ressemblait à un hôtel. Impressionnant mais impersonnel. Ceci, a-t-il fait un geste autour de lui, à tes empreintes digitales partout. Ça semble vivant. Son observation m'a profondément touché. J'avais passé des années à créer des espaces et une vie conçue pour gagner l'approbation plutôt que pour refléter l'authenticité. Pas étonnant que rien n'ait jamais semblé tout à fait juste. La visite de Marcus a cimenté son rôle comme le frère que j'avais choisi plutôt que celui avec lequel j'étais né. Pendant sa semaine à Seattle, nous avons fait de la randonnée sur le Mont Rainier, exploré Pike Place Market et passé nos soirées à discuter sur mon balcon autour de bières artisanales locales. Il avait quitté un poste réussi dans une société financière de Boston pour me suivre vers l'ouest, acceptant un rôle comparable dans une entreprise de Seattle. Boston devenait fade de toute façon, a-t-il dit quand j'ai exprimé ma culpabilité concernant son déménagement. Certaines amitiés valent la peine d'être suivies à travers le pays. Par l'intermédiaire de Marcus, j'ai rencontré Rachel, une photographe indépendante qui capturait le paysage urbain de Seattle avec un œil qui trouvait la beauté dans des endroits inattendus. Notre premier rendez-vous s'est étendu du café au dîner, puis à une promenade de minuit le long du front de mer, parlant de tout, du chiffrement des données au cinéma japonais. Il y avait une facilité entre nous que je n'avais jamais expérimentée dans mes relations. Aucun calcul, aucune performance, juste une connexion authentique. J'aime que tu dises ce que tu penses, m'a-t-elle dit lors de notre 3e rendez-vous. Pas de jeu, pas d'agenda caché. C'est un développement récent, ai-je admis et j'ai partagé une version condensée de mon histoire familiale. Plutôt que d'offrir des platitudes ou une sympathie inconfortable, elle a simplement dit « leur perte ». Avec une telle conviction que quelque chose de serré dans ma poitrine s'est relâché avec Rachel. Je me suis retrouvé à partager des pensées et des sentiments que j'avais auparavant gardés enfermés, craignant des jugements qui ne sont jamais venus. Alors que ma vie personnelle et professionnelle à Seattle s'épanouissait,
des nouvelles de Boston filtrées par Tyler, qui était devenu mon lien improbable avec les événements familiaux. Ces messages textes arrivaient irrégulièrement, chacun offrant un aperçu des conséquences de ma disparition. Tante Patricia et oncle Henry ont dîné avec les Whitmore hier soir, a-t-il rapporté dans un. Apparemment, la mère de Bradley a posé des questions pointues sur la raison pour laquelle tu n'étais à aucune réunion de famille. L'explication de tes parents sur ta retraite pour raison de santé mentale ne tient plus la route. Un autre message révélait que le cabinet de ton père avait perdu le compte de la chaîne hôtelière Whitmore. Le père de Bradley a remis en question les valeurs familiales de ton père après avoir entendu des récits contradictoires sur ton absence. La mise à jour la plus surprenante est arrivée 6 mois après mon déménagement. Stephanie et Bradley ont invité tes parents à dîner le week-end dernier. Une grosse dispute a éclaté lorsque Bradley a mentionné qu'il te contacterait directement. Ta mère a dit quelque chose sur la loyauté familiale et Stephanie a apparemment rétorqué avec « comme la loyauté que tu as montrée à Julius au point ». Ils sont partis sans dessert. J'ai reçu cette nouvelle avec des émotions complexes. Il n'y avait aucune satisfaction à ce que mes parents subissent des conséquences sociales, seulement une triste reconnaissance qu'ils récoltaient ce qu'ils avaient semé. Plus surprenant encore, Stephanie semblait me défendre. La sœur qui s'était toujours alignée sur les valeurs de nos parents développait peut-être sa propre perspective. Mon soupçon fut confirmé lorsque, 8 mois après le mariage, j'ai reçu une lettre de Stephanie. Pas un email ou un texto, mais une véritable lettre manuscrite sur du papier crémeux épais. Cher Julius, j'ai demandé à maman et papa ce qu'ils t'avaient dit avant le mariage. Au début, ils ont éludé, disant que tu avais mal interprété leurs paroles. J'ai persisté et finalement papa a admis qu'il t'avait suggéré de ne pas assister au mariage parce qu'ils étaient inquiets de la façon dont la famille de Bradley te percevrait. J'ai été horrifié. Je n'avais aucune idée qu'ils avaient dit une chose aussi cruelle. Je veux que tu saches que je ne leur ai jamais demandé de t'exclure. Quand tu n'es pas venu, ils m'ont dit que tu avais une urgence au travail. Je n'ai commencé à remettre en question leur histoire que lorsque j'ai vu comment ils changeaient leurs explications en fonction de qui demandait. J'ai honte qu'il m'ait fallu si longtemps pour voir ce qui se passait. Vivre dans le monde de Bradley m'a ouvert les yeux sur le caractère toxique de notre dynamique familiale. Ses parents traitent lui et ses frères et sœurs avec respect. Même lorsqu'ils sont en désaccord, ils célèbrent les différences plutôt que d'essayer de les effacer. Tu me manques, Julius. Bradley te manque aussi, même si tu as à peine eu une chance de vous connaître. Il dit que sa première impression de toi a été que tu étais la seule personne authentique de notre famille. Je comprends si tu ne veux plus avoir affaire à aucun de nous. Mais si jamais tu es ouvert à cela, j'aimerais essayer de construire une relation avec toi. Une vraie cette fois, pas la performance que nos parents ont orchestrée. Avec amour et regret, Stephanie. J'ai lu sa lettre plusieurs fois, les émotions se bousculant. Il y avait de la douleur qu'elle n'ait pas vu le traitement de mes parents plus tôt. De la colère face aux années d'isolement que j'avais endurées pendant qu'elle se baignait dans leur approbation, mais aussi un fragile espoir que peut-être une relation familiale pourrait être sauvée. Après des jours de réflexion, j'ai répondu par un bref email accusant réception de sa lettre et suggérant que nous procédions lentement. La confiance, ai-je écrit, une fois brisée, ne peut être reconstruite que progressivement. Notre reconnexion prudente a commencé par des messages textes occasionnels, puis des appels téléphoniques toutes les quelques semaines. Stephanie a partagé son propre parcours de prise de conscience de la façon dont les valeurs de nos parents avaient façonné ses perceptions et ses choix, souvent à son détriment. J'écoutais avec une empathie croissante alors qu'elle décrivait la pression qu'elle avait toujours ressentie pour être parfaite à leurs yeux. Je pense que j'ai été si dur avec toi en grandissant parce que j'étais jalouse, a-t-elle avoué lors d'un appel. Tu semblais toujours si sûr de toi, si clair sur ce que tu voulais. J'essayais juste d'être ce qu'il voulait que je sois. Je n'étais pas sûr de moi. Je l'ai corrigé. J'étais juste plus disposé à les décevoir pour être fidèle à moi-même. Alors que l'hiver se transformait en printemps à Seattle, j'ai commencé à voir une thérapeute spécialisée dans les traumatismes familiaux. Le docteur Rivera m'a aidé à reconnaître des schémas dont je n'avais pas conscience, la recherche constante d'une approbation que je ne recevrais jamais, la croyance intériorisée que j'étais d'une manière ou d'une autre fondamentalement inacceptable, l'habitude de diminuer mes propres besoins pour satisfaire les autres. Vous n'avez pas seulement quitté une situation familiale toxique, a-t-elle observé lors d'une séance. Vous avez rejeté un faux récit sur votre propre valeur. C'est incroyablement difficile et incroyablement courageux. Par la thérapie,
j'ai commencé à comprendre que ma décision de disparaître n'avait pas été seulement une réaction de colère, mais une étape nécessaire à ma propre guérison. Ce qui avait ressemblé à une destruction était en fait le déblaiement du terrain pour une nouvelle croissance. Pendant ce temps, Rachel était devenue une partie essentielle de ma nouvelle vie. Contrairement aux relations précédentes où j'avais soigneusement organisé ma présentation pour être ce que je pensais qu'un partenaire voulait, avec Rachel, j'étais simplement moi-même. Elle a emménagé dans mon appartement 10 mois après notre rencontre, ajoutant ses livres de photographie à mes étagères et sa collection d'appareils photo vintage à mes étagères de bureau. Je ne pensais jamais vivre 23 étages au-dessus du sol, a-t-elle plaisanté en déballant. Mais je te suivrai jusqu'à la lune si c'est là que tu décidais d'installer ton magasin. La certitude désinvolte de son affection me surprenait encore parfois, la façon dont elle me trouvait digne d'amour sans condition ni qualification. Alors que l'anniversaire d'1 an de mon départ de Boston approchait, j'ai reçu une autre communication inattendue, une véritable lettre manuscrite de mon père, le poids formel de son papier à en-tête et son stylo plume, une encre, un contraste saisissant avec le contenu étonnamment vulnérable. Cher Julius, un homme atteint un certain âge et commence à évaluer le travail de sa vie. J'ai toujours été fier de mes réalisations professionnelles, du respect de mes collègues, de l'héritage que j'ai construit dans le monde juridique. Ce que je n'ai pas considéré jusqu'à récemment, c'est l'héritage que je construisais au sein de ma propre famille. Stéphanie a rendu très clair que votre absence à son mariage n'était pas votre choix, mais le résultat direct des paroles que votre mère et moi avons prononcées. Des paroles dont j'ai profondément honte maintenant. Il n'y a aucune excuse pour dire à son enfant que sa disparition serait un cadeau. Aucune, vraiment. Je pourrais tenter d'expliquer la pression que nous avons ressentie de la part des Whitmore, les aspirations sociales que nous avions placées sur cette connexion, mais toute explication ne ferait qu'aggraver le tort. Je t'ai failli en tant que père. J'ai failli voir tes forces uniques, célébrer ton chemin individuel, te fournir l'amour inconditionnel qui est la plus sacrée des obligations d'un parent. Si vous êtes disposé, j'aimerais avoir l'occasion de m'excuser en personne. Je comprends si vous refusez. Ce que j'ai fait est peut-être impardonnable, mais je veux que vous sachiez que je reconnais la gravité de mon erreur, et que j'en porte le regret chaque jour. Votre père, Richard Montgomery. La lettre est restée sur ma table basse pendant des semaines. Je l'ai lue à plusieurs reprises, à la recherche des sous-entendus manipulateurs auxquels je m'attendais de la part des communications de mon père. N'en trouvant aucun, j'ai été laissé avec la possibilité désorientante qu'il regrettait sincèrement ses actions. Après mûre considération et plusieurs discussions avec le docteur Rivera, j'ai décidé de prendre une mesure soigneusement mesurée. Je ne retournerai pas à Boston, mais j'autoriserai une brève rencontre la prochaine fois que je me rendrai sur la côte et pour le travail. Lorsque cette opportunité s'est présentée, j'ai suggéré de rencontrer Stéphanie et mon père, mais pas ma mère, qui n'avait fait aucune offre similaire, dans un lieu neutre, un restaurant à Cambridge, loin de la maison familiale et des scènes de conflits passés. La rencontre a été fixée pour mai, 13 mois après que j'ai abandonné ma vie d'avant. À l'approche de la date, j'ai ressenti un étrange calme. Quoi qu'il arrive, je n'étais plus la même personne qui cherchait désespérément l'approbation de personnes peu disposées à la donner. J'avais disparu comme demandé, mais dans cette disparition, j'avais enfin commencé à apparaître pleinement à moi-même. Le restaurant de Cambridge était mon choix délibéré, un établissement haut de gamme de la ferme à la table où mon père se sentirait à l'aise, mais qui ne comportait aucune histoire ni aucune association pour aucun de nous. Je suis arrivé en avance, choisissant une table d'angle qui offrait de l'intimité sans isolement. Le maître d'hôtel m'a conduit à ma place avec un signe de tête respectueux, et j'ai commandé de l'eau pétillante en attendant, étrangement calme malgré l'ampleur de la rencontre à venir. Stéphanie est arrivée la première, élégamment vêtue, mais avec une nervosité dans ses mouvements qui me rappelait notre enfance, comment elle gigotait avant le récital de piano, terrifiée à l'idée de décevoir nos parents. Nous nous sommes brièvement embrassés, le geste encore peu familier après des années de distance familiale, suivi de mois de reconnexion prudente par téléphone et SMS. « Tu as l'air bien », a-t-elle dit, étudiant mon visage. « Heureux ?»« Je le suis », ai-je répondu simplement. « Seattle te va bien. »« Bien plus que Boston jamais », a-t-elle reconnu avec une perspicacité surprenante. Notre père est arrivé 5 minutes plus tard, et j'ai été frappé par le nombre d'années qu'il avait prises en 13 mois depuis la dernière fois que je l'avais vu. Ses cheveux étaient devenus complètement gris et de nouvelles rides marquaient son visage. Il s'est approché de notre table avec une hésitation inhabituelle, la démarche assurée de l'avocat à succès étant introuvable. « Julius, dit-il, sa voix se cassant légèrement.
Merci d'avoir accepté cela. Nous nous sommes installés dans une conversation maladroite sur des sujets neutres, la réputation du restaurant, le printemps anormalement chaud, mon vol depuis Seattle. L'échange superficiel s'est poursuivi pendant le plat d'entrée. Aucun de nous n'était tout à fait prêt à aborder l'éléphant dans la pièce. Finalement, alors que nos plats principaux arrivaient, mon père a posé sa fourchette et a pris une profonde inspiration. « Je vous dois des excuses, dit-il, sa voix ferme mais atténuée. Ce que ta mère et moi t'avons dit avant le mariage de Stéphanie était impardonnable. Nous avons privilégié les apparences sociales au détriment de notre propre fils. Il n'y a aucune justification à cela, et je ne tenterai pas d'en offrir une. » La franchise de sa reconnaissance m'a surpris. Je m'attendais à de l'équivoque, peut-être une tentative de minimiser ou de reformuler ses mots. Au lieu de cela, il a continué avec une honnêteté sans faille. Nous nous sommes trompés sur tant de choses, Julius. Nous nous sommes trompés en valorisant l'approbation des Whitmore au détriment de ta présence. Nous nous sommes trompés en traitant tes réalisations comme étant en quelque sorte inférieures à un succès conventionnel. Nous nous sommes trompés en essayant de te façonner en quelqu'un que tu n'étais jamais censé être. Pourquoi maintenant, ai-je demandé. Qu'est-ce qui a changé? Il a jeté un coup d'œil à Stéphanie avant de répondre. Plusieurs choses. La réaction des Whitmore. Pour commencer, le père de Bradley m'a convoqué dans son bureau la semaine après le mariage et m'a demandé directement, quel genre de père exclut son fils du mariage de sa fille? Apparemment, Bradley lui avait dit la vérité après que Stéphanie lui ait confié. Il n'aurait pas fallu un jugement extérieur pour que tu reconnaisses que tes actions étaient mauvaises, ai-je noté. Non, il ne fallait pas, a-t-il convenu. Mais ce n'était que le début. Après ta disparition, ta véritable disparition, j'ai commencé à réfléchir à ce que nous avions perdu. Pas l'appartement que tu as vendu ou les connexions financières que tu as rompues, mais toi. Ta perspective, ton intégrité, ton refus de compromettre ton authenticité malgré une immense pression. Stéphanie s'est penchée sur la table pour me toucher la main. Julius, quand j'ai découvert ce qu'il t'avait dit, tout a changé pour moi. J'ai commencé à voir notre enfance entière différemment. La façon dont ils t'ont toujours traité comme étant d'une manière ou d'une autre déficient alors que tu étais en fait différent de ce qu'ils voulaient. Cela m'a fait remettre en question toutes les valeurs qu'ils m'avaient inculquées. Ton absence a créé un vide qui nous a obligés à nous examiner, a ajouté mon père. Et ce que nous avons vu était profondément inconfortable. J'ai absorbé leurs mots, recherchant la piqûre familière de la manipulation, mais trouvant à la place ce qui semblait être un remords sincère. Pourtant, des années de conditionnement me rendaient méfiant. J'apprécie les excuses, ai-je dit prudemment. Mais les mots sont relativement faciles. Vous m'avez dit de disparaître de la famille pour toujours. Je l'ai pris au sérieux et j'ai construit une nouvelle vie de l'autre côté du pays. Cela ne peut pas être défait en une seule conversation. Nous ne nous attendons pas à ce que ce soit le cas, a dit mon père. Je ne demande pas le pardon ni que les choses reviennent comme avant. C'est impossible. Et franchement, les choses n'allaient pas bien avant. J'espère simplement que nous pourrons commencer à construire quelque chose de nouveau, quelque chose de plus sain avec des limites appropriées et du respect pour qui tu es vraiment. Son acknowledgement des limites m'a frappé comme étant significative, un concept que l'ancien Richard Montgomery aurait rejeté comme une codépendance émotionnelle inutile. Peut-être y avait-il eu un changement réel. Notre conversation s'est poursuivie pendant le dessert et le café, plongeant plus profondément dans des souvenirs spécifiques et douloureux qui nécessitaient une reconnaissance. Mon père a écouté sans défensive alors que je décrivais l'effet cumulatif d'années de dénigrement subtil et de critiques ouvertes. Stéphanie a partagé ses propres prises de conscience sur la façon dont elle avait été complice dans la dynamique familiale, s'alignant souvent sur nos parents contre moi pour assurer sa propre position d'enfant modèle. Au moment où nous avons quitté le restaurant 3 heures plus tard, quelque chose avait changé. Pas une guérison miraculeuse ni une réconciliation instantanée, mais une fissure dans le mur de la rancune à travers laquelle de nouvelles possibilités pouvaient éventuellement émerger. Ta mère veut te voir, dit mon père alors que nous nous tenions sur le trottoir devant. Mais je lui ai dit que ce serait entièrement ta décision, selon ton calendrier, si jamais. Ce respect pour mon autonomie était peut-être la preuve la plus claire que quelque chose de fondamental avait changé. Je ne suis pas prêt pour ça, ai-je dit honnêtement. Je comprends, a répondu mon père. Et je crois qu'il le comprenait peut-être. De retour à Seattle, j'ai partagé l'expérience avec Rachel alors que nous étions assis sur notre balcon, regardant le coucher du soleil peindre les montagnes olympiques de nuances de rose et d'or.
Penses-tu que tu te réconcilieras un jour complètement avec eux, demanda-t-elle. Je ne suis pas sûr que ce soit possible, ai-je répondu. Mais peut-être que nous pouvons construire une nouvelle relation qui reconnaît le passé sans en être emprisonné. Et c'est ce que tu veux. J'ai réfléchi attentivement à sa question. Ce que je veux, c'est vivre authentiquement sans le poids de leurs attentes ou de leur désapprobation. S'ils peuvent le respecter, alors oui, j'aimerais une forme de connexion familiale. Sinon, j'ai déjà prouvé que je pouvais prospérer sans elle. Rachel m'a serré la main. C'est ça la différence maintenant. Avant, tu avais besoin de leur approbation. Maintenant, tu es prêt à accueillir leur présence, mais uniquement à des conditions qui honorent qui tu es vraiment. Son insight a cristallisé quelque chose d'important. Ma disparition n'avait pas été seulement un acte de séparation, mais de réclamation de soi. En m'en allant, j'avais trouvé le courage de me définir selon mes propres termes. Au cours des mois suivants, de nouvelles connexions fragiles se sont formées. Les appels téléphoniques hebdomadaires avec Stéphanie ont évolué vers un véritable soutien fraternel. Des emails occasionnels avec mon père se concentraient principalement sur des sujets neutres, mais s'aventuraient parfois sur un territoire plus significatif. Pas de contact avec ma mère, qui restait incapable ou réticente à reconnaître son rôle dans ce qui s'était passé. 6 mois après notre rencontre à Cambridge, Stéphanie et Bradley ont rendu visite à Seattle, me montrant ma nouvelle vie. Mon appartement avec ses vues spectaculaires, mon bureau chez Horizon Tech, où j'étais maintenant un cadre supérieur respecté, les lieux de rencontre locaux où l'on me connaissait par mon nom, semblaient compléter un cercle. Ils ont rencontré Rachel et nous avons passé un week-end à explorer la ville et la beauté naturelle environnante. Lors de leur dernière soirée, alors que nous partagions une bouteille de vin de Washington sur mon balcon, Bradley a dit quelque chose qui m'a profondément touché. Tu sais, quand j'ai rencontré ta famille pour la première fois, j'ai pensé que tu étais le mouton noir. Maintenant, je réalise que tu étais juste la première personne assez courageuse pour briser un schéma toxique. Stéphanie a hoché la tête. C'est vrai. Te voir choisir toi-même, ton moi authentique, plutôt que leur approbation m'a donné la permission de tout remettre en question. Je suis encore en train de travailler dessus, mais je m'améliore à reconnaître quand je fais des choix pour leur plaire par rapport à des choix qui correspondent à mes propres valeurs. Cette nuit-là, après qu'ils soient partis pour leur hôtel, Rachel m'a trouvé en train de regarder de vieilles photos de famille que j'avais gardées dans une boîte mais que je consultais rarement. Des secondes doutes, a-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit, j'apprécie juste le voyage. 1 an et demi plus tôt, il m'avait dit que le plus beau cadeau que je pouvais faire était ma disparition. Ils n'avaient aucune idée qu'en disparaissant de leur récit, j'apparaîtrais enfin pleinement dans ma propre vie. J'ai remplacé les photos dans leur boîte, sans les jeter, mais en leur donnant la bonne perspective. C'étaient des artefacts d'un passé qui m'avait façonné, mais qui ne me définissait plus. 3 semaines plus tard, j'ai reçu une offre d'emploi d'une grande entreprise technologique en Californie, un poste prestigieux qui ferait progresser ma carrière de manière significative. Dans le passé, j'aurais peut-être angoissé sur la façon dont un tel déménagement affecterait ma réconciliation familiale ténue. Maintenant, j'ai évalué l'opportunité purement sur ses mérites pour ma croissance professionnelle et mon bonheur personnel. Lorsque j'ai accepté le poste, j'en ai informé mon père et Stéphanie de manière factuelle, sans anxiété quant à leur réaction. La réponse de mon père a été simple. Félicitations. Cela semble être une parfaite adéquation pour tes talents. Pas de culpabilité, pas de manipulation, aucune suggestion subtile que je m'éloignais des obligations familiales. Alors que Rachel et moi nous préparions à déménager en Californie, j'ai réfléchi à la profonde vérité que j'avais découverte à travers ce voyage douloureux. Parfois, le plus beau cadeau que nous puissions nous faire est le courage de disparaître des perceptions limitantes des autres afin que nous puissions enfin apparaître authentiquement dans nos propres vies. La famille dans laquelle je suis né m'avait demandé de disparaître. Mais ce faisant, j'avais trouvé quelque chose de bien plus précieux. La capacité de me tenir fermement dans ma propre vérité, entouré de personnes qui m'appréciaient exactement tel que j'étais, non pas malgré mes différences, mais à cause d'elles. Avez-vous déjà dû vous éloigner de quelque chose de familier pour découvrir votre vrai moi? J'adorerais entendre vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cela vous a interpellé, veuillez appuyer sur ce bouton j'aime et vous abonner pour plus d'histoires sur la façon de trouver de la force dans les moments difficiles. Rappelez-vous, parfois les décisions les plus difficiles, comme fermer une porte définitivement, mènent au plus beau nouveau commencement. Merci d'avoir écouté mon parcours et j'espère qu'il donnera du courage à quiconque est confronté à ses propres choix difficiles concernant la famille,
l'authenticité et la valeur personnelle.